1865, États-Unis. La guerre de sécession prend fin. Le pays est meurtri et épuisé. L'esclavagisme se voit aboli par le 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln. En opposition à cette nouvelle société états-unienne, un groupe sudiste extrémiste terrorisera les contrées. Ce groupe est connu sous le nom du Ku Klux Klan. Questionnons-nous sur les influences qui ont forgé l'un des groupes les plus extrémistes des États-Unis d'Amérique. Avant de parler plus en détail du Ku Klux Klan, il serait peut-être important de situer le contexte. Alors, de 1861 à 1865, les États-Unis se retrouvent en pleine guerre civile. Celle-ci oppose les forces de l'Union aux États confédérés. Le conflit repose principalement sur l'esclavage. Le Nord, qui repose plutôt sur une économie basée sur l'industrialisation, n'a alors nul besoin d'une main-d'œuvre à grande échelle. Si donc le Nord propose plutôt une économie qui se modernise, celle du Sud reste plutôt portée sur la production de tabac, de coton ou de canne à sucre, d'où le besoin en masse d'Afro-Américains. En 1865, avec la victoire de l'Union, Lincoln fait ratifier le 1er janvier le 13e amendement de la Constitution des États-Unis, approuvé par le Congrès aux 2/3 le 6 décembre. Étonnamment, quelque chose me dit que tous n'étaient pas d'accord avec ce nouvel amendement, car avant même la mise en place officielle de celui-ci, le président américain est assassiné lors d'une représentation au théâtre par John Wilkes Booth. Avec la mort précipitée du président républicain, le vice-président Andrew Johnson se retrouve à la tête du pays. Sentant déjà les conséquences du 13e amendement, le 14e et le 15e amendement furent rapidement adoptés. Les anciens esclaves ayant maintenant le droit de vote et de juridiction, les Black Codes s'installent peu à peu dans les États du Sud, une sorte de naissance pour la ségrégation raciale. Et c'est donc en 1865, dans un climat hostile, que le Ku Klux Klan est fondé dans le Sud. Facilement reconnaissables par leur longue tunique principalement blanche ornée d'un emblème bien spécifique, le costume du Ku Klux Klan ne semble pas avoir été choisi par hasard. En effet, les longues tenues blanches sont très inspirées, voire même copiées, d'une des tenues ecclésiastiques que l'on nomme l'humus. Cette grande tenue était notamment utilisée par les chanoines et les prêtres pour se protéger du froid, en plus de faire partie des costumes de chœur catholique. L'utilisation d'une telle tenue remonte donc au moins jusqu'au début du 13e siècle dans le nord de l'Europe. Ce serait notamment le pape Innocent IV qui aurait permis cette tenue pendant l'office religieux. Pour accompagner ce vêtement, les membres du Ku Klux Klan se vêtissent d'une sorte de chapeau pointu que l'on appelle capirote en Espagne. Si ce chapeau semble être porté dans divers contextes, le plus ancien serait rattaché à la période de l'Inquisition espagnole, puisqu'au moment où les hérétiques sont soumis à l'édit de grâce, ce chapeau leur est imposé afin de les inciter à dévoiler leurs péchés. Lorsqu'il semble avoir plusieurs preuves envers un sujet, le tribunal peut alors organiser un autodafé, une cérémonie de pénitence publique, se terminant régulièrement par une mort au bûcher. Ce serait d'ailleurs une hypothèse que le professeur en philosophie et en études religieuses Michael K. Jerrison semble appuyer dans l'une de ses œuvres. Il appuierait d'ailleurs que le Ku Klux Klan se serait approprié le capirote en le dénaturant de son contexte initial, soit l'acte de pénitence espagnole. Concernant l'emblème et leur symbole bien particulier, toujours broché sur la tenue officielle du clan, l'emblème du groupe semble avoir connu plusieurs formes avant d'aboutir à celle que l'on connaît aujourd'hui. Malgré le peu d'écrits qui semblent avoir été faits sur le sujet, on peut néanmoins comprendre et avoir une idée de l'origine de ce symbole. Selon le site anti-défamation, le symbole que l'on connaît aujourd'hui sous l'appellation le signe mystique du clan serait toutefois apparu au début du 20e siècle. C'est d'ailleurs avec l'apparition du deuxième clan que l'emblème aurait vu jour. Celle-ci est composée de 4 cas disposés dans un carré et tournés vers l'intérieur, comportait également un symbole de yin et yang au centre. Il n'avait rien à voir avec ce qu'il a connu par la suite. Au fil du temps, les lettres se sont réorientées de façon verticale. De ce fait, une sorte de croix s'est formée. Dans le même espace-temps, la partie blanche du signe du yin-yang aurait été retirée pour ne garder que la partie sombre. Cette suppression transforma alors le symbole en goutte de sang. Tous ces changements ont conduit dans l'esprit commun à penser que le symbole était finalement une croix incluant une goutte de sang, symbolisant le sang versé pour protéger la race blanche. Concernant les rites et notamment les croix enflammées, l'un des rites les plus connus et emblématiques du Ku Klux Klan.
Cette pratique aurait deux sources majeures. La première met en scène un certain Pierre de Breu, un hérétique médiéval de l'an 1130. Celui-ci semblait avoir une haine importante envers les sacrements et la religion catholique et le fonctionnement de l'Église dans son ensemble. D'ailleurs, de Breu aurait connu la mort lorsqu'il fut lui-même jeté dans l'un de ces bûchers qu'il aurait lui-même allumé, quelque chose d'assez ironique d'ailleurs. Toutefois, la présence de la croix enflammée ou ardente ne se limite pas à l'Europe. On retrouve également quelques traces, beaucoup plus tard, cela dit, de ce type de croix en Écosse. Nommée Fairy Cross, en anglais, la croix ardente semblait avoir été utilisée et présente en tant que symbole de solidarité et de fidélité, notamment lors de la guerre de 1812. Dans cet ordre d'idées, lorsque cette croix voyageait à travers les différents lieux, les régiments défenseurs et leurs alliés venaient alors défendre le comté de Glengarry contre l'ennemi. On ne peut évidemment pas le cacher dans le film The Birth of the Nation, la naissance d'une nation, le Ku Klux Klan est représenté comme un groupe fort religieux. D'ailleurs, le Ku Klux Klan s'est toujours vu comme un ordre sacré et chevaleresque. En effet, le clan est vu comme le sauveur d'un sud des États-Unis complètement ravagé par les conséquences de la fin de la guerre. En plus de persécuter les minorités ethniques, le Ku Klux Klan persécute également les carpetbaggers, les profiteurs, des nordistes venus s'installer au sud durant la reconstruction et la libération des anciens esclaves. Il est possible ici de faire le parallèle avec l'Inquisition médiévale qui fut fondée par l'Église lors du début du 13e siècle afin de combattre l'hérésie. Cet ordre reposait alors sur des principes et punissait ceux qui s'écartaient, allant de la pénitence aux confiscations en passant par la peine de mort. De son côté, le clan optait plutôt pour des actes tout aussi radicaux. Le caractère de la sainteté se présente donc sur plusieurs formes, telles que les tenues blanches et amples, les chapeaux masqués comme nous pouvons le voir, qui fait penser à l'armure des Templiers, comme nous avons parlé dans une précédente vidéo fondée en 1120. Elle se présente également dans des actes et des idéologies véhiculées notamment par le film. Des membres du clan sur des chevaux vigoureux, apportant la lumière dans l'ombre. En ce sens, il est possible de faire un rapprochement entre ces groupes. L'ordre du Temple et l'Inquisition se présentaient comme des ordres religieux sauveurs de la population, tout comme le premier clan se voyait l'être également. Nous sommes donc au terme de cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié celle-ci. N'hésitez pas à commenter, à liker et à bien sûr à vous abonner, à partager autour de vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode.